comparaître devant Dieu. Il est encore temps de confesser vos fautes. Continue, nous allons étouffer avant que vos templiers ne brûlent. Taisez-vous, Louis. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Maudit! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race! Maudit! Maudit! Ah! Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Mais pourquoi tant de haine, tant d'acharnement contre Jeanne? Parce que tous les ennemis de la France et de nos rois voulurent atteindre en elle le principe divin de la monarchie française. Or, pensèrent-ils, quoi de plus efficace pour discréditer ce principe que de faire condamner comme hérétique et sorcière celle qui était venue le sauver et le confirmer au nom de Dieu. Oui, vraiment, notre Jeanne est la martyre par excellence du principe divin de la monarchie française. Un dernier mot encore sur Jeanne. Toutes ses prédictions se sont réalisées jusqu'à ce jour. Or, le samedi 10 mars, lors de son procès, au cours de l'interrogatoire de Cauchon, elle a dit que la couronne de France durera 1000 ans et plus.
Jeanne a prédit que la France accomplirait un jour pour le salut de la chrétienté un exploit grandiose qui dépasserait tout ce que l'univers a vu jusqu'ici. Le monde sera donc un jour le témoin de cette entreprise merveilleuse qui surpassera les croisades et les pentes. Et pour l'accomplir, il faut bien que la France se relève et reprenne sa noble épée de Dieu. Lors de la mort de la pucelle, au milieu des flammes du bûcher, le Saint-Esprit s'envola, sous la forme d'une colombe, pour bien marquer qu'il inspirait et habitait l'âme de la Vierge martyre. Malgré l'acharnement des bourreaux et les ordres des Anglais, jamais le cœur et les viscères de Jeanne ne purent être consumés, et ce cœur qui incarnait si intensément celui de la France continua à battre au milieu des cendres. N'a-t-elle pas assuré qu'elle reviendrait pour accomplir le plus beau fait qui jamais aura été fait pour la chrétienté? Ses restes sacrés furent mis dans un sac et jetés à la Seine. Jeanne d'Arc est unique dans l'histoire universelle. Sa formation fut toute céleste. Nulle héroïne ne peut lui être comparée, elle les dépasse toutes. Sa mission surpasse toutes les autres. Après la Vierge, Mère de Dieu et corédemptrice du genre humain, la pucelle est la créature la plus merveilleuse qui ait jamais paru ici-bas. Que sont-ils devenus? Quel trône occupent-ils donc les fils de ces rois qui régnaient sur le peuple élu de l'Ancien Testament? Saint Rémy va éclairer le mystère. Par égard seulement pour cette race royale de Clovis, qu'avec tous mes frères et coévêques de la Germanie, de la Gaule et de la Neustrie, j'ai choisi délibérément pour régner jusqu'à la fin des temps au sommet de la majesté royale pour l'honneur de la Sainte Église et la défense des humbles, j'ai arrêté ce qui suit. Suivent les malédictions en cas d'infidélité et les bénédictions s'ils persévèrent dans les voies du Seigneur. Et il achève. Que de cette race sortent des rois et des empereurs qui, confirmés dans la vérité et la justice pour le présent et pour l'avenir, suivant la volonté du Seigneur, pour l'extension de la Sainte Église, puissent régner et augmenter tous les jours leur puissance et mériter ainsi de s'asseoir sur le trône de David dans la céleste Jérusalem où ils régneront éternellement avec le Seigneur. Pourquoi la mission de notre Jeanne d'Arc, dont le but essentiel était de maintenir et de sauver le sang royal? Pourquoi la royauté française est-elle la seule qui ait été fondée par le miracle, qui se maintienne par le miracle et se perpétue par le miracle? Pourquoi ce privilège unique? Parce que la race de nos rois n'est autre que celle de David, afin que cette race divine, en un de ses membres, puisse régner jusqu'à la fin des temps, et que ce soit toujours des princes de la race du Christ, qui soient les principaux auxiliaires de l'établissement du règne du Sacré-Cœur sur le monde grâce à leur royauté, sur le peuple élu du Nouveau Testament. De par Dieu, Jeanne d'Arc n'écrivait-elle pas au roi d'Angleterre « Faites raison au roi du ciel de son sang royal ». Il la conserve par la loi salique, grâce à laquelle le souverain sort toujours de la même race, celle du Christ, élu par le Seigneur au temps de David et confirmé par saint Rémy et sainte Jeanne d'Arc. Il la gouverne en se réservant de choisir comme roi dans cette race le prince le plus saint et le plus digne de régner, la loi de primogéniture mâle s'appliquant normalement hors le cas d'élection divine. Le souverain est donc roi directement par la grâce de Dieu et non par l'autorité du siège apostolique. Je devrais aussi lire sur la mort de Dagobert II. Est-ce qu'il y a eu un complot, non seulement concernant sa mort, mais aussi pendant très longtemps, on a tenté d'éradiquer de l'histoire Dagobert II. Je vais mettre l'extrait de Holy Blood, The Holy Blood and Holy Grail, The Long-Haired Monarchs. Puis dans cet extrait-là, que je vais mettre les sous-titres en français, vous allez avoir l'information exacte. Je préfère vous y référer tout simplement. Bien sûr que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Les Mérovingiens de Dagobert I à Thierry III, Dagobert II. Le complot de Grimoald. Alors que la dynastie mérovingienne est en plein déclin, les grandes familles aristocratiques qui occupent
le poste envié de maire du palais, complote de plus en plus ouvertement pour s'accaparer le pouvoir. Ainsi, en février 656, Grimoald, maire du palais d'Austrasie, va substituer à Dagobert II, héritier légitime de Sigebert III, son propre fils, Childebert IV. Sigebert III a été placé sur le trône d'Austrasie en 634 par son père Dagobert Ier à la demande des grands du royaume. Depuis la mort de Dagobert en 639, le roi, très pieux, se consacre entièrement à la fondation des monastères. En 643, l'ambitieux Grimoald a fait assassiner le maire du palais Othon. Il a pris sa place et tient solidement les rênes du pouvoir. En 651, le roi d'Austrasie a épousé la jeune Hymneschild. Excusez-moi si je massacre son prénom. Mais cette union n'a pas porté ses fruits. Et le couple pleure les enfants qui ne sont pas venus. Profitant du désarroi et de la naïveté des époux royaux, Grimoald va s'employer à tirer profit pour son propre compte de leur stérilité. Faisant preuve d'une audace incroyable, le maire du palais suggère à Sigebert III une manœuvre hardie qui permettra de résoudre le problème de la succession au trône. Si le roi adopte son fils, l'Austrasie ne risquera pas de tomber sous la coupe du royaume de Neustrie. En outre, Grimoald a parfaitement compris que les leudes austrasiens tiennent plus que tout à garder leur autonomie, fût-ce au prix d'une adoption pour le moins contestable. En désespoir de cause, entre 644 et 646, Sigebert III se réjouit à cette mascarade. Il adopte le fils de Grimoald, qu'il désigne comme son seul héritier. Le jeune garçon est rebaptisé, reçoit un prénom mérovingien et devient Childebert l'adopté. Mais peu après, la reine Hymneschild annonce qu'elle attend l'heureux événement qu'elle n'espérait plus. Vers 646, elle met au monde un garçon, comble de malchance pour le perfide Grimoald. L'enfant est baptisé Dagobert en souvenir de son grand-père. Incertain quant aux dispositions à prendre, Sigebert III ordonne que les deux garçonnets soient élevés ensemble. Le maire du palais a-t-il perdu tout espoir de voir son fils coiffer la couronne d'Austrasie? Lorsque survient la mort de Sigebert III, le 1er février 656, Grimoald n'a pas encore désarmé. À peine le roi défunt a-t-il été porté en terre qu'il enlève le jeune Dagobert à sa mère et le fait tonsurer, privant ainsi le petit prince d'une chevelure considérée par les Francs comme l'attribut principal des souverains. Le maire du palais fait ensuite exiler l'héritier légitime de Sigebert III dans un monastère irlandais où il est remis à la garde de Wilfrid, l'évêque d'Orc, qui lui prodiguera une solide éducation religieuse et humaniste. Conscient cependant du fait que sa manœuvre risque d'être éventée, Grimoald s'empresse d'annoncer la mort du jeune Dagobert et va jusqu'à organiser des funérailles officielles en grande pompe. L'aristocratie austrasienne n'a plus d'autre recours que de proclamer roi Childebert l'adopté, qui devient en 657 Childebert IV. Mais Hymneschild ne peut croire à la mort de son fils. Prête à tout pour le retrouver, elle se précipite à Paris à la cour de son beau-frère Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne. Elle y trouve une oreille attentive en la personne de la chaleureuse reine Bathilde. Celle-ci réunit le conseil des leudes neustriens pour s'enquérir du sort de Dagobert et déterminer le prix du crime accompli. Feignant de reconnaître le nouveau souverain d'Austrasie, les nobles de Neustrie tendent un piège à Grimoald.
Celui-ci, trop sûr de son triomphe, est capturé par surprise, mis au fer puis transféré sans ménagement à Paris. Alors que Clovis II semble se désintéresser de l'affaire, la reine Bathilde ordonne que le maire du palais d'Austrasie soit jeté dans un cul de basse-fosse. Les Guérand de Neustrie, eux, réclament un châtiment exemplaire pour un crime de lèse-majesté. Grimoald est tiré de son cachot et soumis aux pires tortures. Lui qui se voyait père de roi succombe dans d'atroces souffrances en 657. Childe de Bar-IV continue pourtant à régner pendant plusieurs années, partiellement soutenu par l'aristocratie, peu désireuse de se soumettre au pouvoir neustrien. Quant à Dagobert II, il lui faudra attendre 676 pour redevenir le légitime roi d'Austrasie. Bonjour! Alors, je sais pas exactement comment je vais vous emmener ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement relater les événements de mon après-midi. Ça va être ma façon de procéder. Donc, je faisais une recherche sur les dynasties du dragon. Et puis, je suis arrivée sur John de Gaunt, ok? John of Gaunt, G-A-U-N-T. Non, c'est relié, mais pas directement, presque directement, mais je ne le savais pas. Puis cet homme-là, c'est ça, il parlait que son ancêtre était John of Gaunt, G-A-U-N-T. Là, énervez-vous pas avec l'anglais, parce que c'est pas une vidéo en anglais. C'est pas parce que c'est de Gaunt, of Gaunt, que ça vous concerne pas, loin de là. Au contraire, ça vous concerne. Maintenant, les images que j'ai mises dans la vidéo, les images que j'ai mises de Geoffroy Plantagenet à Édouard le Ier, et la seconde image que j'ai mise d'Édouard Ier à Édouard III, puis que j'ai encerclé Édouard III, qui est mon ancêtre, de la même façon que j'ai encerclé Geoffroy Plantagenet à Édouard le Ier, Marie-Mathilde d'Angleterre. Okay. Ces images-là, c'est pas pour vous prouver, malgré que ce sont mes ancêtres. Mais ce n'est pas pour vous prouver que ce sont mes ancêtres. C'est pas la raison pour laquelle je mets ces images-là dans la vidéo. C'est plutôt que je veux vous démontrer ma démarche. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? J'ai dit, là, je dois être en train de rêver, moi, là, tu sais. Je dois être en train de rêver, là. Parce que, quand je suis allée voir John of Gaunt, Family Tree, ok, je suis tombée sur Édouard Plantagenet, qui est Édouard III, l'époux de Philippa de Hainaut, ok? Celui que j'ai encerclé. Édouard Plantagenet. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que... C'est ça. Fait que moi, quand je suis allée... Ok, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais été sur John de Gaunt, Family Tree, arbre familial. Et puis là, dans la liste des enfants, il y avait Édouard Plantagenet. Ça fait que c'est assez direct comme lien quand même. Bien que j'ai aucun dans ma famille qui s'appelle of Gaunt. Mais là, avant de vous endormir, parce que c'est quand même
pas intéressant de votre point de vue, mais ça va le devenir très rapidement, je t'en conjure. Écoute-moi bien. Je parle aux Québécois présentement, mais pas uniquement aux Québécois, mais je suis québécoise. Aussi, je parle aux Français, bien entendu. Plusieurs d'entre nous, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, ok? Plusieurs d'entre nous descendons, sans même le savoir, du roi Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, né en 1027 et décédé en 1087. Pourquoi moi personnellement je crois que je descends directement de lui? Parce que parce que mes deux parents du côté maternel et paternel venaient de la Normandie. Du côté de mon père, il venait d'Avre-Mesnil en France, et du côté de ma mère, il venait de Perche en France. Dans les deux cas, ça se trouve à être en Normandie. Puis quand on décompose Normandie, North, je sais, c'est un mot anglais, mais excusez-moi pour le moment, Northman, homme du nord, donc le nord de la France, mais il venait, les ancêtres des gens du nord de la France venaient de la Norvège, norvégien, qui est au nord de la France, bien entendu. Fait que là, plusieurs de nous, Québécois, sommes des descendants de Guillaume II de Normandie, surtout si tes ancêtres viennent de là, du côté de ton père ou ta mère, ou les deux, là, c'est clair. Par la suite, puis bien entendu, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Par la suite, Henri II Plantagenet, que j'ai parlé tout à l'heure, qui se trouve à être en lien direct avec, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, là? Afghant, là, ok? Bien, Henri II Plantagenet est un descendant direct de Guillaume le Conquérant. Citation. Henri II Plantagenet était l'arrière-petit-fils de Guillaume de Normandie par sa mère Mathilde. Et bien entendu, je fournis la preuve dans la description de la vidéo. Ensuite, j'apporte le Wikipédia de Henri II Plantagenet. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que cette vidéo, il ne s'agit pas de démontrer qui sont mes ancêtres personnellement, mais de démontrer à la nation québécoise à laquelle génétiquement j'appartiens, parce que mes ancêtres sont arrivés en 1600 au Canada. J'ai les preuves de ça, que je ne vais pas inclure ici. Donc, nos ancêtres, pour la plupart d'entre nous, viennent de la France, et pour plusieurs d'entre nous, viennent de la Normandie. Puis la Normandie, il faut que tu regardes bien comme il faut, c'est une grande partie du nord de la France. Fait que ça comprend plusieurs villes. Ça fait que, alors pourquoi j'amène ceci à votre attention, à ton attention, si tu préfères que je te tutoie, c'est parce que on doit retrouver nos origines. Pourquoi on doit retrouver nos origines? Là, je ne vais pas donner tous les détails du pourquoi on doit le savoir. On doit les connaître. Mais je vais dire essentiellement que c'est parce que pour prédire, pour connaître l'avenir, peut-être pas le prédire, mais pour connaître l'avenir, il faut connaître notre passé. Et plusieurs d'entre nous, on s'est fait tellement... je dirais manipuler, que
nous ne savons plus qui nous sommes. Alors moi, je veux faire mon humble contribution à réveiller les petits dragons d'entre nous, et nous sommes plusieurs. Oh oui, le fameux fleur de lys, là, c'est un signe du dragon. Et puis, c'est relié directement à Marie-Madeleine, puis j'avais raison, parce que Marie-Madeleine, c'était une grande prêtresse de Hathor, et possiblement la dernière. Oh oui, Hathor, la déesse égyptienne, la vache déesse égyptienne, Hathor. J'ai trouvé l'information aujourd'hui que Marie-Madeleine, c'était écrit que Marie-Madeleine était fort probablement la dernière prêtresse de Hathor. Mais personnellement, je crois qu'elle l'était, à cause de la recherche que j'ai déjà faite à son sujet, que j'ai déjà partagé. Alors voilà, c'est tout pour le moment, parce que comme je t'ai dit, mon but n'est pas de prouver ma généalogie personnelle, mais plutôt de porter à ton attention, parce que moi maintenant je sais que ma famille descend des lignes du dragon, et pour plusieurs d'entre vous, c'est le cas, et les petits dragons doivent se réveiller. C'est grand temps. Il est vraiment grand temps que l'on se réveille et que nous nous unissions pour faire des choses nobles pour nos contemporains. On en a grandement besoin. J'ai décidé de mettre en évidence le fait que je suis nordique. Je descends des Normans. Alors, effectivement, j'ai bien fait de ne pas vouloir prononcer son prénom parce que j'aurais eu des problèmes vu qu'il était norvégien. Alors, on va laisser faire le prénom qui commence par Ganche. Ça, c'est facile à dire. Je vais l'appeler H-R-O-L-F-R. Nom de famille, Ragnvaldsson. Fait, communément appelé Rollo. Donc, c'était ce fameux Rollo qui était entre Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, qui est né environ 1027 et est mort en 1087. D'ailleurs, le titre de ma vidéo était « La descendance de Rollo Ragnvaldsson pour les Français et les Québécois ». Imaginez-vous qu'il y a juste 30 vues là-dessus depuis mai 2022. Tant pis pour eux autres. Les seuls qui est consciente de ça. Mais, dans la réalité, je suis pas unique parce que la plupart des Québécois descendent de Guillaume de Normandie. Le William I d'Angleterre ou Guillaume II de Normandie. Parce que mes ancêtres du côté de mon père et de ma mère, c'était des Normands. Donc, et puis, Guillaume le Conquérant descendait de Rollo Ragnvaldsson. Puis Rollo Ragnvaldsson descendait de Thor et d'Odin. J'ai toutes les informations, j'ai toute ma recherche, mais compte tenu que les gens sont si peu intéressés, qu'est-ce que ça me donne de donner toutes les informations? Hein? C'est ma recherche, fait que je peux en faire ce que j'en veux, n'est-ce pas? Et en terminant, bien, Henri II Plantagenet est un descendant de Guillaume le Conquérant.
quelques milliers, dans un grand pré, juste des pierres, dessus la terre, ils ont payé pour leur fierté. Tous ces Saxons qui ont dit non, Verden, Verden, et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier, guerrier vaincu par le Zénu. C'était pas dur, un petit parjure, rien qu'une fois dire je crois. Mais se mettre à genoux, c'était plus fort que vous, Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Une fois tous tués, qu'est-ce qui restait? Vos terres données à des curés et vos enfants en communion, les dieux se noyant dans votre sang. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. 1000 ans après, si vous saviez, il y a quelques fous qui pensent à vous, qui pourraient les regarder crever. Mais vos pierres réveillent notre colère. Verden, Verden. Et cette croix qu'ils ont mis là, pour vous garder, vous humilier. On n'est pas prêt de l'oublier. Verden, Verden. Car cette croix qu'ils ont mis là, on en fera du petit bois. Car pardonnez, nous, on connaît pas. Fait que, alors pourquoi j'amène ceci à votre attention, à ton attention, si tu préfères que je te tutoie, c'est parce que on doit retrouver nos origines. Pourquoi on doit retrouver nos origines? Là, je ne vais pas donner tous les détails du pourquoi on doit le savoir, on doit les connaître, mais je vais dire essentiellement que c'est parce que pour prédire, pour connaître l'avenir, peut-être pas le prédire, mais pour connaître l'avenir, il faut connaître notre passé. Et plusieurs d'entre nous, on s'est fait tellement, je dirais manipuler, que nous ne savons plus qui nous sommes. Alors moi, je veux faire mon humble contribution à réveiller les petits dragons d'entre nous, et ils sommes plusieurs. Oh oui, le fameux fleur de lys, là, c'est un signe du dragon. Et puis, c'est relié directement à Marie-Madeleine, puis j'avais raison, parce que Marie-Madeleine, c'était une grande prêtresse de Hathor. Et possiblement la dernière. Oh oui, Hathor, la déesse égyptienne, la vache déesse égyptienne, Hathor. J'ai trouvé l'information aujourd'hui que Marie-Madeleine, c'était écrit que Marie-Madeleine était fort probablement
la dernière prêtresse de Hathor. Mais personnellement, je crois qu'elle l'était, à cause de la recherche que j'ai déjà faite à son sujet, que j'ai déjà partagée. Alors voilà, c'est tout pour le moment, parce que comme je t'ai dit, mon but n'est pas de prouver ma généalogie personnelle, mais plutôt de porter à ton attention, parce que moi maintenant je sais que ma famille descend des lignes du dragon, et pour plusieurs d'entre vous c'est le cas, et les petits dragons doivent se réveiller. C'est grand temps. Il est vraiment grand temps que l'on se réveille et que nous nous unissions pour faire des choses nobles pour nos contemporains. On en a grandement besoin. Merci pour votre écoute. Fleur de lys REPRESENTE Marie-Madeleine. La fleur de lys est la fleur de lumière. Il représente Marie-Madeleine. Rappelez-vous la fleur de lys qui émanait de la lumière dans le film Tangled? Réponse. Elle et Jésus ont émigré dans le sud de la France pour vivre parmi les Cathares. Il a été suggéré que la lignée du Christ a été transmise à travers la monarchie royale de France. Les drapeaux français portent souvent le symbole de la fleur de lys. Fleur de lys, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre La fleur de lys, également orthographié fleur de lys, pluriel fleur de lys ou fleur de lys, est un lys en français. Fleur et lys signifient respectivement fleur et lis, qui est utilisé comme motif décoratif ou symbole. La fleur de lys a été utilisée dans l'héraldique de nombreuses nations européennes, mais est particulièrement associée à la France, notamment pendant sa période monarchique. La fleur de lys devient à la fois religieuse, politique, dynastique, artistique, emblématique et symbolique, notamment dans l'héraldique française. La fleur de lys a été utilisée par la royauté française et à travers l'histoire pour représenter les saints catholiques de France. En particulier, la Vierge Marie et Saint Joseph sont souvent représentés avec un lys. Origine enluminure manuscrite du XVe siècle d'un ange envoyant des fleurs de lys à Clovis. À partir des heures de Bedford à la British Library, Londres. La fleur de lys est largement considérée comme une version stylisée de l'espèce Iris pseudacorus ou Iris florentina. Or, le lys genre Lilium, famille des Liliacées et l'iris, famille des Iridacées, sont deux plantes différentes, phylogénétiquement et taxonomiquement sans rapport. Lily en italien, Giglio est le nom habituellement associé à la fleur stylisée dans les emblèmes florentins. Des ornements décoratifs qui ressemblent à la fleur de lys sont apparus dans les œuvres d'art des premières civilisations humaines. Selon Pierre-Augustin Boissier de Sauvage, naturaliste et lexicographe français du XVIIIe siècle, les fleurs de lys anciennes, surtout celles que l'on trouve dans les sceptres de nos premiers rois, ont beaucoup moins en commun avec les lys ordinaires que les fleurs dites flambus en occitan ou iris, d'où le nom de notre propre fleur de lys peut dériver. Ce qui donne quelques couleurs de vérité à cette hypothèse que nous avons déjà émise, c'est le fait que les Français ou Francs, avant d'entrer en Gaule même, ont vécu longtemps autour de la rivière nommée Lys en Flandre. De nos jours, cette rivière est encore bordée d'un nombre exceptionnel d'iris, car de nombreuses plantes poussent depuis des siècles au même endroit. Ces iris sont des fleurs jaunes, ce qui n'est pas une caractéristique typique des lys mais des fleurs de lys. Il était donc compréhensible que nos rois, devant choisir une image symbolique pour ce qui deviendra plus tard un blason, aient jeté leur dévolu sur l'iris, une fleur commune autour de leur demeure, aussi belle que remarquable. Ils l'appelaient, en somme, la fleur de lys, au lieu de la fleur de la rivière de Lys.
Cette fleur, ou iris, ressemble à notre fleur de lys non seulement par sa couleur jaune mais aussi par sa forme, sur les 6 pétales ou feuilles qu'elle possède. 3 d'entre elles sont alternativement droites et se rejoignent à leur haut. Les 3 autres à l'opposé se penchent pour que celle du milieu semble ne faire qu'un avec la tige et que seuls les 2 tournés vers l'extérieur de gauche et de droite soient clairement visibles. Ce qui est encore similaire avec nos fleurs de lys, que c'est-à-dire exclusivement celles de la rivière Lus dont les pétales blancs se penchent eux aussi lorsque la fleur s'épanouit. L'héraldiste François Velde est connu pour avoir exprimé la même opinion. Cependant, une hypothèse avancée au XVIIe siècle, ça me semble très plausible. Une espèce d'iris sauvage, l'iris pseudacorus. Drapeau jaune en anglais, est jaune et pousse dans les marais conifères. Le champ azur pour l'eau. Son nom en allemand est Liechblum, également Gelbschwertlili. Mais Liège était également orthographié li et les au Moyen-Âge. Il est facile d'imaginer que, dans le nord de la France, le Liège-Blum aurait été appelé fleur de lys. Cela expliquerait le nom et l'origine formelle du dessin, comme un drapeau jaune stylisé. Il existe une légende fantaisiste sur Clovis qui associe explicitement le drapeau jaune aux armoiries françaises. L'hypothèse de sauvage semble être été par l'orthographe anglaise archaïque fleur de lys et par la variante du nom lit d'élu. Symbolisme royal Charlemagne, d'Albrecht Dürer. Les armoiries anachroniques au-dessus de lui montrent l'aigle allemand et la fleur de lys française. Franc à la monarchie française, l'évolution graphique de la krita vers la fleur de lys s'est accompagnée d'une allégorie textuelle. À la fin du XIIIe siècle, Nangis, mort en 1300. XIIIe siècle. Un poème allégorique de Guillaume de Nangis, mort en 1300, écrit à l'abbaye de Joyenval à Chambourcy, raconte comment les fleurs de lys d'or sur fond d'azur se sont miraculeusement substituées au croissant du bouclier de Clovis, projection dans le passé des images contemporaines de l'héraldique. Les origines symboliques de la fleur de lys avec les monarques français peuvent provenir du lys baptismal utilisé lors du couronnement du roi Clovis. La monarchie française a peut-être adopté la fleur de lys pour ses armoiries royales comme symbole de pureté, pour commémorer la conversion de Clovis, et un rappel de l'ampoule de lys qui contenait l'huile utilisée pour oindre le roi. Ainsi, la fleur de lys était un symbole du droit divinement approuvé du roi de régner. Les rois de France ainsi, ont soutenu plus tard que leur autorité venait directement de Dieu. Une légende renforce la mystique de la royauté en nous informant qu'une fiole d'huile, la Sainte Ampoule, est descendue du ciel pour oindre et sanctifier Clovis comme roi. Descendant directement sur Clovis ou peut-être apporté par une colombe à Saint Rémigius. Une version explique qu'un ange est descendu avec l'ampoule de fleurs de lys pour oindre le roi. Une autre histoire raconte que Clovis a mis une fleur dans son casque juste avant sa victoire à la bataille de Vouillers. Grâce à ce lien propagandiste avec Clovis, la fleur de lys a été prise rétrospectivement pour symboliser tous les rois francs chrétiens, notamment Charlemagne. Au XIVe siècle, des écrivains français ont affirmé que la monarchie de France, qui s'est développée à partir du royaume des Francs de l'Ouest, pouvait faire remonter son héritage au don divin des armes royales reçues par Clovis. Cette histoire est restée populaire, même si la recherche moderne a établi que la fleur de lys était un symbole religieux avant d'être un véritable symbole héraldique. Avec les vrais lys, il était associé à la Vierge Marie. Et au XIIe siècle, Louis VI et Louis VII ont commencé à utiliser l'emblème, sur des sceptres par exemple, reliant ainsi leur domination à ce symbole de sainteté et de droit divin. Louis VII ordonna l'usage de vêtements à fleurs de lys lors du sacre de son fils Philippe en 1179, tandis que la première preuve visuelle d'un usage clairement héraldique date de 1211. Un sceau représentant le futur Louis VIII et son écu parsemé de fleurs.
Jusqu'à la fin du XIVe siècle, les armoiries royales françaises étaient azur semé de lis or un bouclier bleu, semé avec une dispersion de petites fleurs de lys dorées. Mais Charles V de France a changé le dessin d'une dispersion totale à un groupe de 3 vers 1376. Ces deux manteaux sont connus dans la terminologie héraldique sous le nom de France couronnement de Louis ancienne et France moderne, respectivement. Couronnement de Louis VIII et de Blanche de Castille à Reims en 1223. Sous le règne du roi Louis IX, les 3 pétales de la fleur étaient censés représenter la foi, la sagesse et la chevalerie, et être un signe de faveur divine accordé à la France. Au cours du siècle suivant, le XIVe, la tradition du symbolisme de la Trinité a été établie en France, puis s'est propagée ailleurs. En 1328, le roi Édouard III d'Angleterre hérita d'une prétention à la couronne de France, et vers 1340 il écartela la France ancienne avec les armes de Plantagenet comme armes de prétention. Après que les rois de France eurent adopté la France moderne, les rois d'Angleterre adoptèrent le nouveau design comme cantonnement à partir de 1411 environ. Les monarques d'Angleterre, et plus tard de Grande-Bretagne, continuèrent à cantonner les armes françaises jusqu'en 1801, lorsque Georges III abandonna sa revendication formelle au trône de France. Citation. Le roi Charles VII anoblit la famille de Jeanne d'Arc le 29 décembre 1429 d'une dénomination symbolique héréditaire. La Chambre des comptes de France a enregistré la désignation de la famille à la noblesse le 20 janvier 1430. La subvention a permis à la famille de changer son nom de famille en Dulis. France moderne. La France moderne est restée l'étendard royal français, et avec un fond blanc était le drapeau national français jusqu'à la Révolution française, quand il a été remplacé par le tricolore de la France moderne. La fleur de lys a été restaurée sur le drapeau français en 1814, mais remplacée une fois de plus après la Révolution contre Charles X de France en 1830. Dans une tournure très étrange des événements après la fin du Second Empire français, où un drapeau apparemment influencé le cours de l'histoire, Henri, comte de Chambord, s'est vu offrir le trône de roi de France. Mais il n'a accepté que si la France renonçait au drapeau tricolore et ramenait le drapeau blanc à fleur de lys. Sa condition a été rejetée et la France est devenue une république. Canada. La bannière royale de France ou drapeau Bourbon, symbolisant la France royale, était le drapeau le plus couramment utilisé en Nouvelle-France. La fleur de lys figurait également sur la monnaie de la Nouvelle-France, souvent appelée monnaie de carte. La bannière royale blanche de la Nouvelle-France était utilisée par les militaires de la Nouvelle-France et a été vue sur les navires de guerre et les forts de la Nouvelle-France. Après la chute de la Nouvelle-France dans l'Empire britannique, la fleur de lys est restée visible sur les églises et est restée une partie du symbolisme culturel français. Il existe de nombreux Canadiens francophones pour qui la fleur de lys demeure un symbole de leur identité culturelle française. Les Franco-Ontariens, Franco-Ténois et Franco-Albertains arborent la fleur de lys bien en évidence sur leur drapeau. La fleur de lys, en tant que symbole royal traditionnel au Canada, a été incorporée dans de nombreux symboles nationaux, provinciaux et municipaux, le Red Ensign canadien qui a servi de drapeau nautique et de pavillon civil pour le Canada de 1892 à 1965 et plus tard. Comme drapeau informel du Canada avant 1965 comportait le nombre traditionnel de 3 fleurs de lys dorées sur fond bleu. Les armoiries du Canada, dans toutes leurs variantes, ont utilisé la fleur de lys à partir de 1921 et à plusieurs reprises par la suite avec le drapeau Bourbon bleu à 2 endroits dans les armoiries.
Le monogramme royal canadien et les armoiries du Canada comportent la couronne de Saint-Édouard qui affiche 5 croix pattées et 4 fleurs de lys. Les fleurs de lys figurent également sur le drapeau personnel utilisé par la reine du Canada. La fleur de lys figure sur le drapeau du Québec ainsi que sur les drapeaux des villes de Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. La France, si la fleur de lys est apparue sur d'innombrables armoiries et drapeaux européens au cours des siècles. Elle est particulièrement associée à la monarchie française dans un contexte historique et continue d'apparaître dans les armoiries du roi d'Espagne, de la maison française de Bourbon, le grand-duc de Luxembourg et des membres de la maison de Bourbon. Il reste un symbole durable de la France qui apparaît sur les timbres-poste français, bien qu'il n'ait jamais été adopté officiellement par aucune des républiques françaises. Selon l'historien français Georges Duby, les 3 pétales représentent les 3 états sociaux, la noblesse et les états sociaux médiévaux, les roturiers, la noblesse et le clergé. Bien que l'origine de la fleur de lys ne soit pas claire, elle a conservé une association avec la noblesse française. Il est largement utilisé dans les emblèmes des villes françaises comme dans les armoiries des villes de Lille, Saint-Denis, Brest, Clermont-Ferrand, Boulogne-Billancourt et Calais. Certaines villes qui avaient été particulièrement fidèles à la couronne française se sont vues décerner une augmentation héraldique de 2 ou 3 fleurs de lys sur le chef de leurs armoiries. Ces villes comprennent Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Reims, Le Havre, Angers, Le Mans, Aix-en-Provence, Tours, Limoges, Amiens, Orléans, Rouen, Argenteuil, Poitiers, Chartres et Laon, entre autres. La fleur de lys était le symbole de l'Île-de-France, le noyau du royaume français. Il est apparu sur les armoiries d'autres provinces historiques de France, notamment la Bourgogne, l'Anjou, la Picardie, le Berry, l'Orléanais, le Bourbonnais, le Maine, la Touraine, l'Artois, le Dauphiné, la Saintonge et le comté de la Marche. De nombreux départements français actuels utilisent le symbole sur leurs armoiries pour exprimer cet héritage. La version québécoise de la fleur de lys. Les fleurs de lys ont traversé l'Atlantique avec les Européens se rendant dans le Nouveau Monde, notamment avec les colons français. Leur présence sur les drapeaux et armoiries nord-américains rappelle généralement l'implication des colons français dans l'histoire de la ville ou de la région concernée, dans certains cas, la présence persistante d'une population issue de ces colons. La fleur de lys apparaît sur les armoiries canadiennes, le drapeau du Québec, J, et aussi ceux de Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. Le drapeau personnel de la reine du Canada le présente également. Il y a beaucoup de francophones dans d'autres provinces canadiennes pour qui la fleur de lys demeure un symbole de leur identité culturelle. Les Franco-Ontariens, par exemple, arborent la fleur de lys bien en vue sur leur drapeau. Aux États-Unis, les symboles de la fleur de lys ont tendance à se trouver le long ou à proximité des fleuves Mississippi et Missouri. Certains des endroits qui l'ont dans leur drapeau ou leur sceau sont les villes de Saint-Louis, Louisville, Detroit, Mobile, la Nouvelle-Orléans, Baton Rouge et Lafayette. Le 9 juillet 2008, le gouverneur de la Louisiane, Bobby Jindal, a signé un projet de loi faisant de la fleur de lys un symbole officiel de l'État. Après l'ouragan Katrina, la fleur de lys a été largement utilisée à la Nouvelle-Orléans comme symbole de la base. Soutien au redressement de la Nouvelle-Orléans. La fleur de lys apparaît sur le manteau de la Guadeloupe, un département français d'outre-mer dans les Caraïbes, de Saint-Barthélemy, une collectivité française d'outre-mer, et de la Guyane française. Le département d'outre-mer de la Réunion dans l'océan Indien utilise la même fonctionnalité. Il apparaît sur le blason de Port-Louis, la capitale de l'île Maurice qui a été nommée en l'honneur du roi Louis XV. Sur les armoiries de Sainte-Lucie, il représente l'héritage français du pays. En Saskatchewan,
Le lys rouge de l'Ouest apparaît sur le drapeau provincial et est parfois utilisé comme symbole de la province. Certaines représentations ressemblent à une fleur de lys, mais la version traditionnelle elle-même est rarement utilisée. Rose des vents, le symbole est également souvent utilisé sur une rose des vents pour marquer la direction du nord. Une tradition initiée par le cartographe portugais Jorge de Aguiar dans sa carte de 1492. Il est clair, en toute franchise, que de nombreux documents anciens concernant rituels, statues, cours et autres sont intentionnellement gardés discrètement dans nos archives, le but étant seulement de faire connaître l'existence des frères aînés de la Rose-Croix, en apportant les preuves de son existence et de sa mission spirituelle et sociale. Nous pensons qu'il est plus utile d'approfondir la connaissance de quelques points inconnus des non-initiés en utilisant les écrits des spécialistes sur le sujet. La rose qui figure dans l'héraldique des frères aînés de la Rose-Croix symbolise, comme indiqué dans l'article 11 de la règle de 1317, la première rose d'or bénie par Innocent IV est donnée à l'un des clercs de l'ordre de Lyon de Saint-Just, un parent âgé d'un chapelain templier. Dans le livre d'origine des cardinaux du Saint-Siège de 1670, à la page 78, il est rapporté: le pape Innocent IV fut le premier à bénir les roses d'or pour les offrir à ses amis à la manière des anciens panégyriques. C'est à Lyon que cela commencera et que cela le donnera aux chanoines de Saint-Just. Le tympan de l'église du XIIe siècle reproduit parfaitement en trois symboles choisis par la F.A.R plus C, la rose, la croix et l'Agnus Dei, comme indiqué à l'article 11 du règlement. Une autre demande précise indiquée dans le règlement à l'article 12 rappelle que chaque empereur pourra faire son propre blason d'armoirie contenant le pélican, le lion-cœur de Ricardo ou l'Agnus Dei. Le lion du roi Richard, parce qu'il croisé et initié, on trouve dans son sceau le soleil, la lune et le glaive, à savoir sulfure, mercure et sel. Dans le livre L'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise de R. Le Forestier, on peut lire: la fondation de la franc-maçonnerie a été attribuée à Pierre l'Ermite, qui en avait exécuté le plan en 1096. La société fut définitivement organisée au cours de la deuxième croisade par Richard, Cœur de Lion, Louis VII de France et Léopold d'Autriche. Richard, prince très instruit et vaillant, avait rédigé les rituels de réception des apprentis et des compagnons qui auraient été commencés au pied de l'autel. L'ordre maçonnique était à l'origine d'un ordre chevaleresque, une branche de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et de Saint-Lazare. Après la défaite de la croisade, Richard, qui devait sa liberté exclusivement à la franc-maçonnerie, s'était jappé grâce au zèle et à la constance du fidèle franc-maçon Raymond. Elle se laissa séduire par la fidélité de ses membres écossais qui l'introduisirent officiellement en Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. J.M. Prosby-Radbem a écrit dans son ouvrage « Les mystères des Templiers » que l'ordre des Templiers disposait aussi d'une flotte considérable. N'oublions pas que c'est sur l'un de ces navires que Richard Cœur de Lion a réussi à regagner l'Europe. Ceci explique pourquoi Richard le Lion se trouvait dans les armoiries des frères aînés anciens Templiers. Dans Atlantis numéro 235, page 258, sous la signature X, nous faisons référence au F.A.R plus C. L'un des empereurs le démontre lorsqu'il crée des groupes secrets d'ordre rosicrucien. Notre ordre, depuis 1961, a répondu à tous ceux qui ont fait appel à nos enseignements et a non seulement admis tous ceux désireux de s'instruire, n'a jamais cherché à savoir
Si leurs disciples étaient blancs ou noirs, chrétiens ou d'une autre confession, le seul critère requis est de vouloir entrer dans cette philosophie qui est l'alchimie, gratuitement. Seule une promesse est requise, celle de ne pas divulguer la connaissance aux non-initiés. Aujourd'hui, tous les documents relatifs à ce sujet sont retournés en Inde, dans un endroit sûr, d'où ils ne sortiront probablement plus. En tout cas, pas avant la fin de la production de Saint Malachie. Nous en venons maintenant à traiter un autre sujet, les Pélicanos. Comme nous l'avons toujours vu, les Templiers en exil à Londres ont eu l'idée de créer une église templière, mieux vaut dire une église sans pape, et c'est pourquoi ils avaient utilisé une croix superposée au pélican, celui d'un cardinal, pour préciser que pour eux l'église s'arrêtait au cardinal. Nous savons aussi comment Jean 22 a contourné la difficulté de supprimer ce symbolisme. Le pélican était connu en Angleterre, comme le confirment Geneviève d'Aucourt et Georges Durival dans l'ouvrage Le Blason. Collection que sais-je, le pélican se fait la poitrine pour nourrir ses petits avec son sang, comme dans les légendes anciennes. Ces gouttes de sang sont appelées sa pitié. Les représentations des armoiries anglaises d'armes montrent l'oiseau les ailes ouvertes. En ce qui concerne le nombre de ces petits dans le nez, dans l'Atlantide numéro 235 à la page 235 et à la page 246, on trouve le dessin d'un pélican aux ailes vertes avec 7 petits dans le nez. Le nombre de petits varie souvent dans les armoiries de Michel Meyer. On en trouve 6. Il était rosicrucien et alchimiste, mais pas frère aîné. Notre ordre a toujours adopté les 3, car chimiquement parlant, il ne peut y avoir que 3, qui représentent le sel, le soufre et le mercure. Dans une seule mine, il n'y d'eau. Ensuite, comme les 3 petits oiseaux dans leur nez, ils reçoivent le sang de leur père et symbolisent le grain coloré contenant les 3 composants. Ceci explique la raison qu'ils n'ont besoin que de 3 pour illustrer cette phrase. Nous savons que grâce au nombre, nous pouvons tout expliquer. Avec 2 petits oiseaux qui nous pourrions désigner le corps androgyne. Avec les 4 éléments contenus dans le sel, et avec 5, nous indiquerons la quintessence. Toutes les représentations qui n'ont que 3 petits sont incorrectes et erronées. Les grands maîtres templiers n'aimaient pas le changement. On se souvient de ce qu'il disait J. du Chausseuil. Les chevaliers hauts du temple, ou du moins ceux des hauts grades, étaient des alchimistes. Atlantis, numéro 216, page 289. C'est pour cette raison que Guidon de Montanor, qui a commencé à se réfugier dans la commanderie de Londres, puis en Écosse, décidant avec Gaston de la Pierre Phobos de fonder la confrérie des frères aînés. Les guides itinérants de l'ordre sont toujours vigilants. Une chose à retenir, par exemple, de l'ordre de Malte, nous trouvons comme grand maître de nombreux membres de la famille des Pins, de Cotoner et de Pérolos. Examinons comment les F.A.R plus C sont beaucoup plus tard. Ils se sont mêlés à la vie de la franc-maçonnerie. Dans Templiers et Rose-Croix de Ambelin, on peut lire aux pages 45 et 46 la voie choisie par Ashmole et ses amis était très simple. Les R plus C anglais avaient pénétré dans la franc-maçonnerie opérative. En un rien de temps, les rosicruciens anglais multiplièrent les affiliés spéculatifs, entre guillemets, dans le giron de la franc-maçonnerie opérative. Élie Ashmole, né le 23 mai 1617, mort le 18 mai 1692, commissionnaire du roi Charles Ier, fut reçu dans la Rosae Cursis en 1644. 42 ans plus tard, la pénétration rosicrucienne dans la franc-maçonnerie anglaise a eu lieu. Nous rappelons que, réfugiés en Écosse, les fondateurs de notre ordre fréquentaient certains cercles templiers qui avaient déjà donné naissance en 1307 à la nouvelle constitution de leur ordre.
C'est à ce moment précis que l'idée de ce qui va devenir la constitution de l'ordre est née, de ce qui sera plus tard prend vie dans la franc-maçonnerie écossaise. Dans nos archives indiennes de la Junta, on trouve de nombreux textes primitifs traitant des degrés écossais. La sublime philosophie est une petite merveille. Le statut des chevaliers anglais de l'Orient de Rouen en 1777 est révélateur, comme c'est le cas de l'abrégé historique de la maçonnerie confirmée aux loges anglaises. La maçonnerie écossaise est extrêmement proche de la F.A.R+C, tant au niveau de la philosophie, du rituel, de l'alphabet secret et de l'histoire. Il y a toujours un parallélisme à partir de l'île de Mull. Néanmoins, dès le départ, la mission est différente. Le goût de l'alchimie domine clairement chez la plupart des membres, et c'est la raison pour laquelle l'ordine a toujours répondu avec joie aux frères maçons écossais, dont l'idéal primitif était si semblable au sien. À la suite de la F.A.R+C, toutes ces confréries s'infiltreront, toutes les obédiences maçonniques, martinistes ou autres, pour le choix de ses successeurs, réunissant l'élite susceptible de persévérer dans leur œuvre. Charles Edward Stuart, tel que rapporté dans Ambelin dans Templier d'Or et Rose-Croix, a affirmé qu'il n'a jamais été franc-maçon, malgré un vif désir de l'être. Son père le lui avait interdit, mais c'était un jeu de mots. À cette époque, la maçonnerie symbolique était celle des apprentis, des compagnons et des maîtres. Et les hauts degrés dits chevaleresques, c'est pourquoi le prétendant utilisait une forme jésuitique, entre guillemets, pour atténuer la vérité. La déclaration d'Édouard 1780, déclaration du duc de Surdermanie, était un double sens, comme le confirme Albert Lantoine. Charles-Édouard fait des fréquents séjours au château de Bouillon, où Charles Godefroy, duc de Bouillon, et son ami, le duc de Rohan, formaient le célèbre et mystérieux Grand Orient de Bouillon. Le diplôme, qui date de 1760, porte le nom de Stuart Charles Édouard, ainsi que ceux du prince Camille de Rohan et de Louis l'Antelme Chassalier, notre 45e empereur, suivant la règle de l'ordre. Donc, je vais lire les règles de l'ordre des frères aînés de la Rose-Croix, article 1. Premièrement, nous statuons que s'il arrive pour l'avenir que les statuts suivants aient besoin de quelques corrections ou réformes, ou s'il semble profitable d'en faire de nouveau, on le proposera au Conseil, et sur de telles propositions délibérera au Conseil suivant, et ce qui aura été délibéré sera reporté au supérieur impérateur résident en la présente ville pour être par lui approuvé, si bon lui semble, et de son autorité, la publication et l'observation en sera commandée, ou s'il semble plus à propos au Conseil, selon élus 4, deux desquels seront docteurs en alchimie. Article 2. Et les dits réformateurs et compositeurs jureront entre les mains du dit Seigneur de procéder en la dite réformation et composition fidèlement et d'avoir égard au seul profit et utilité du public. Article 3. C'est quoi ça? Pour que ces statuts pourraient être à l'avenir abrogés par usage ou coutume contraire. À cette cause, nous statuons que contre ces statuts, on ne puisse jamais alléguer contraire usage, coutume ou prescription, même excédent, toute mémoire d'homme. Article 4. Et à la fin de tels statuts soit notoire à chacun. Le dit empereur les fera publier par toutes et chacune des cours et observer violablement à tous.